Bonsoir. Un petit peu de mise au point. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Moi, ça a été. Donc, ce soir, un Facebook Live sur une thématique, je pense, qui peut intéresser beaucoup de monde. Qui va donc être: est-ce que nous, les adultes, nous sommes toujours influencés par nos parents? En fait, c'est une question qui paraît simple, qui paraît peut-être bizarre pour certaines personnes, je sais pas. Mais en fait, c'est vraiment une question à se poser. C'est-à-dire que quand on est gamin, quand on est enfant, évidemment, on va dire, évidemment, quand j'étais enfant, j'étais influencé par mes parents parce qu'ils me disaient ce que j'avais à faire. J'attendais de leur part des conseils, j'attendais du soutien, j'étais en attente de quelque chose de la part de mes parents. Et mes parents répondaient ou pas à mes attentes quand j'étais enfant. Mais est-ce que adulte, c'est normal d'être toujours un peu dans ce scénario de je suis en attente de quelque chose de la part de mes parents? Alors quand je dis mes parents, c'est parce que j'inclus papa, maman, bien sûr. Après, ça peut être plus l'un par rapport à l'autre. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, c'est vrai qu'aujourd'hui je suis grand, je suis majeur, qu'on ait, je dirais, 18 ans ou 90 ans, peu importe. Alors évidemment, vous allez me dire, une personne qui a 90 ans, peut-être que ses parents ne sont plus là, ne sont plus vivants. Euh, mais donc, quel que soit l'âge que l'on peut avoir, est-ce qu'en effet, nos parents ont toujours une influence sur nous? Et du coup, à ce moment-là, est-ce que même si le parent est décédé, est-ce que quelque part, eh bien, il y a des attentes qui, étant donné qu'elles n'ont pas été accomplies, assouvie, eh bien en fait, ça reste des attentes. Et puis on peut rester en attente jusqu'à la fin de ses jours parce que le parent est décédé. Donc bonsoir à toutes et à tous, hein, Sabrina, Daniel, Marine, voilà, je ne citerai pas tout le monde parce que j'ai pas tous les prénoms qui apparaissent. Donc comme tous les mercredis soirs, alors presque tous les mercredis soirs, la semaine dernière j'étais trop crevé pour faire un Facebook Live, donc je me suis dit, comme tu es dans un état merdique, ça sert à rien de faire un Facebook Live merdique. Donc voilà, je préfère me respecter et vous respecter en faisant un truc correct plutôt que de faire de la merde, tout simplement. Donc c'est ma philosophie de vie. Et c'est ce que je dis d'ailleurs aux personnes à qui je fais des formations. Je leur dis, si un jour vous avez des séances de prévues et puis que vous n'allez vraiment pas bien du tout, vaut mieux annuler et reporter les séances que vous avez de prévues plutôt que de faire des séances catastrophiques ou en tout cas de faire des choses qui ne vous correspondent pas et qui ne répondront pas à 100% à la demande des personnes, hein. C'est se respecter soi, mais du coup on va respecter les autres. Donc c'est important ça. Et donc, pour en revenir au sujet de ce soir, je pense que c'est... Est-ce que vous vous êtes posé la question, vous-même, est-ce que c'est normal qu'à l'âge que vous avez, que vous soyez toujours en attente de quelque chose vis-à-vis de vos parents? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que si un de vos parents vous fait une certaine réflexion, vous dit une certaine chose, eh bien que ça peut vraiment vous émouvoir, que ça peut vous heurter, que ça peut vous contrarier? Est-ce que c'est normal? Pour moi, non. En fait, quelque part, si on a fait le tour de la question au sujet de ce qu'on appelle l'enfant intérieur, eh bien, quel que soit ce que peut dire ou ne pas dire un de nos parents, quel que soit ce que peut faire ou ne pas faire un de nos parents, eh bien, en fait, on peut être dans un état de, je dirais, complète neutralité, c'est-à-dire que ça ne va pas nous émouvoir plus que ça. C'est-à-dire qu'imaginons demain, vous allez à la boulangerie et puis la boulangère vous fait une réflexion, peut-être que ça va vous toucher, mais peut-être que ça ne va pas vous toucher parce que quelque part c'est une personne envers qui vous ne lui devez rien. C'est une personne qui sur le plan affectif est complètement neutre par rapport à vous et qui en fait bah, voilà, c'est une personne qui ne fait pas partie de votre entourage proche. Alors vous allez me dire, ouais mais c'est normal, les parents c'est normal que. Moi je vous dis que non, ce n'est pas normal que. Ce n'est pas normal que. C'est-à-dire que, imaginons quand vous étiez enfant, eh bien, vous avez été contrarié pour tel ou tel sujet, eh bien, vous, l'enfant que vous étiez, en fait, eh bien, quelque part, cette contrariété peut très rapidement s'exprimer de nouveau à l'âge adulte. Mais en fait, c'est pas l'adulte qui ressent, c'est vous, inconsciemment, ça vient juste vous faire une belle petite piqûre de rappel. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de se poser les questions, ouais, c'est vrai que quelque part, mon parent, un de mes parents ou mes deux parents ont du pouvoir sur moi.
Ben, je dirais que ce qui peut être intéressant, c'est que plus personne n'ait de pouvoir sur vous, en tout cas pour vous contrarier. Qu'une personne ait du pouvoir sur vous pour vous mettre en joie, qu'une personne ait du pouvoir sur vous pour vous satisfaire. Eh bien en fait, c'est super ça. Mais qu'une personne ait du pouvoir sur vous pour vous contrarier, vous mettre en stress, vous mettre en colère, etc. Là, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, quoi. Faut avoir fait la paix avec son passé pour passer au-dessus. Ouais, super Ludo, excellente réflexion. Hein, le passé, on ne pourra jamais l'oublier. Vous pouvez essayer de l'oublier, il y a un endroit là-dedans, là, c'est bien ancré. Par contre, faire la paix avec son passé, bah là, du coup, vous accédez à un pouvoir énorme sur vous-même et sur les autres aussi. Alors, je me souviens, il y a une personne qui me disait, voilà, mes parents m'ont aidé pour monter mon affaire, ils m'ont aidé financièrement. Ils habitaient à 500 bandes de chez moi, j'étais content parce qu'en fait, ils s'entendent pas très bien avec ses parents. En tout cas, ils étaient trop envahissants. Alors, c'est aussi pour ça il s'est éloigné à 500 km de chez eux. Donc, il était bien content qu'il lui donne un coup de main. Et puis, bah, ils se sont dit, les parents, bah, écoute, on va venir habiter à 20 km de chez toi. Et ouais. Donc là, du coup, ça veut dire que... Et puis, tous les week-ends, il va manger chez ses parents, c'est un monsieur. Et il voudrait, justement, se détacher de l'emprise qu'il sent que ses parents ont sur lui. Bah, quelque part, ses parents sont bienveillants envers lui, c'est-à-dire qu'ils lui ont prêté de l'argent pour qu'il puisse monter son affaire. S'il l'invite tous les week-ends, bah, c'est pour prendre de ses nouvelles. Peut-être qu'il s'en fout un petit peu parce que voilà, son commerce a un petit peu de difficulté à démarrer. Voilà, est-ce que financièrement il va s'en sortir? En fait, c'est de la bienveillance qu'ils ont envers lui. Euh, mais lui, il le prend un petit peu plus comme bah oui, mais j'aimerais qu'on me laisse respirer. Donc vous voyez, après, il y a toute cette notion de comment je perçois les choses. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que lui, il le perçoit plutôt de manière négative parce qu'il voudrait vraiment avoir sa totale liberté, sachant qu'il l'a quelque part, mais avoir sa totale indépendance vis-à-vis de ses parents. Mais les situations ont fait qu'aujourd'hui, il n'est pas en totale indépendance vis-à-vis de ses parents. Donc, c'est à lui d'aller chercher. Alors, évidemment, il se fait accompagner ou pas, hein, c'est lui qui voit. Mais c'est à lui d'aller chercher qu'est-ce que ça vient chatouiller en lui. Qu'est-ce que ça vient réveiller en lui. Est-ce que quelque part, eh bien, c'est quelqu'un qui est complètement adulte, tout simplement? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'est pas un petit peu accroché bonsoir Stéphanie. Est-ce que c'est quelqu'un qui, quelque part, n'est pas un petit peu accroché à son enfance et qui a du mal à grandir, sachant que je crois qu'il a une quarantaine d'années? Mais ça peut être tout simplement ça, c'est-à-dire c'est inconsciemment, on va trouver un blocage émotionnel, ça va être le refus de grandir. Et donc le refus de grandir, eh bien ça pousse les parents à vouloir justement s'accrocher à l'enfant. Quelque part, il y a l'adulte qui dit en lui, bah non, j'en ai marre, je veux pas, je suis grand, je suis autonome, je suis indépendant, mais sauf qu'il y a quand même quelque chose qui vient le déranger dans le sens où bah, il y trouve son compte. Vous voyez. Alors ce qui m'a donné envie de faire ce sujet-là, bah, c'est qu'il y a 2 jours, j'ai fait une séance pour une adolescente. Et puis bah, du coup, j'avais convié sa maman parce que en fait, elle est adolescente et elle a des pathologies assez lourdes. Donc elle a été réglée cet été. Et puis elle a fait des règles hémorragiques une fois, 2 fois, et depuis elle a plus de règles. Et en fait, sa maman, elle, quand elle avait le même âge, alors c'est pas qu'elle a eu un problème de règles, encore que, c'est que, en fait, ouais, ça veut dire que le cordon n'est pas coupé. Bah ouais, le dire que le cordon n'est pas coupé, c'est une image, mais en effet, c'est ce qu'on appelle des cordons relationnels. Alors le cordon, évidemment, physiquement, il est coupé, mais les cordons relationnels qui relient les personnes les unes aux autres, là, non. Ouais, c'est toujours l'enfant, maman est rattachée à l'enfant, et l'enfant est rattaché à maman. Et donc, dans l'exemple que je vous donne là par rapport à cette jeune adolescente, eh bien, c'est juste énorme. C'est juste énorme. Maman, quand elle avait le même âge, quand elle a eu ses premières règles, eh bien, en fait, elle avait une polykystose aux ovaires. Et c'est une femme qui n'a jamais eu de règles de sa vie, pourtant elle a été 3 fois enceinte. Euh, c'est juste énorme à ce sujet-là, sachant que à une certaine époque de sa vie, maman a fait une grave pathologie, elle a eu un cancer, en fait, ce cancer lui a donné des taches à certains endroits de son corps. Et bien là, l'adolescente, elle nous fait une pathologie qui n'est pas cancéreuse, mais qui est une pathologie assez lourde et assez handicapante et contraignante. Et bien je vous donne dans le mille, où est-ce que l'adolescente a eu ses premiers symptômes? Eh bien elle a eu des taches au niveau de la peau, aux mêmes endroits que la mère a eu ses taches lorsqu'elle a fait son cancer. C'est-à-dire que
quand j'ai fait la séance à ces personnes-là, je me suis dit, ben là, j'ai des exemples devant moi, j'ai maman et sa fille, avec, même si maman n'en a pas l'air, ben, c'est une vraie maman poule. Et donc, en fait, il y a là des cordons relationnels qui sont énormes. C'est-à-dire qu'il y en a une qui somatise pour l'autre, à sa façon, hein. Mais ça va encore plus loin, c'est-à-dire que la petite, elle est née à 6 mois et 3 semaines, je crois. Alors je la canalise en séance, je lui dis, bah ouais, t'étais pressé de sortir. Et je demande à la maman, bah, est-ce que t'étais pressé que ta fille vienne? Ah bah elle me dit oui. Oui, oui, moi j'étais vraiment pressé que ma fille naisse. Et là c'est pareil, c'est-à-dire que quelque part dans la tête de la maman était pressée de pouvoir accueillir son enfant. Et bien l'enfant fait éponge avec le souhait de la maman, et bien écoute, je vais répondre à ton injonction, je vais répondre à ta demande, je vais sortir beaucoup plus tôt. Avec toutes les complications que ça peut avoir, parce que du coup, quand la maman, en fait, elle a vraiment perdu les os à 6 mois et 3 semaines, donc ça a été un petit peu fait alors, pas en catastrophe, parce que l'accouchement s'est très bien passé, hein, elle a été sous anesthésie générale, et puis après, donc on lui a ouvert en bas du ventre. Donc, bébé est né, ça allait. Maman était sous anesthésie générale, mais là, du coup, il y a tout un tas je dirais, de complications psychologiques qui se mettent, parce que bah, bébé, quand il est né, il a été privé du contact de maman, parce que maman dormait, donc elle a été mise sous couveuse, et elle a été mise sous couveuse pendant plusieurs semaines. Et donc en fait, là du coup, ce qui s'est passé, c'est que comme bébé a vraiment répondait à la demande de maman, eh bien en fait, il y a eu cette sensation de perte de contact avec la mère, donc perte de contact de l'amour avec maman. Et donc il a fallu, je dirais, retisser des liens d'amour avec maman, parce que comme je lui ai dit à la jeune, je lui ai dit, ça peut créer de la dépendance affective. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la gamine, elle avait peut-être plutôt tendance à, en effet, accorder trop d'affectifs, trop de sentiments à des personnes qui ne le méritaient pas. Et donc, cette dépendance affective, eh bien, peut avoir tout un tas de conséquences dans sa vie. Alors, sachant que là, bah, elle est adolescente, donc c'est bien, c'est libéré de cette obligation-là. Mais quand on porte ça pendant des années jusqu'à l'âge adulte, eh bien, en fait, ça peut avoir une incidence beaucoup plus importante. C'est-à-dire que vous avez des personnes, par exemple, qui côtoient un pervers narcissique ou une perverse narcissique, et si en plus elles ont une dépendance affective, eh ben, je peux vous dire que la personne qui est perverse narcissique va avoir vraiment une emprise énorme sur cette personne, quoi. Voilà. Donc toutes les personnes qui sont dépendantes affectives ne sont pas avec des pervers narcissiques, j'ai pas dit ça, mais je vous montre un extrême. Hein, je vous prends l'exemple un extrême. Donc en fait, ce qui est intéressant d'observer, c'est si demain vous avez un de vos parents qui fait quelque chose ou qui ne fait pas quelque chose et que ça vient vous heurter. S'il dit quelque chose ou quelque chose, vous étiez en attente que votre parent vous dise quelque chose et qu'il ne le dit pas, et que ça vient vous heurter, eh bien vous pouvez quasiment être sûr que ce n'est pas l'adulte qui réagit à ce moment-là, c'est votre enfant intérieur. Et donc cet enfant intérieur, bah, comme j'en parle assez souvent lors des Facebook Live, en fait, c'est vraiment tout un tas de petites contrariétés qu'on a pu vivre quand on était enfant, tout un tas de stress, tout un tas de colère qu'on n'a pas pu exprimer, mais qui vont vraiment créer un super engramme au niveau de l'inconscient, et ça va se traduire dans différents comportements, dans différentes perceptions que l'on peut avoir à l'âge adulte. Alors je regarde sur le chat. Pour moi, quand on dit maman ou papa, on est encore enfant. Ouais. Quand on dit ma mère et mon père, le travail a été en partie fait. Merci Marine de cette réflexion. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Les gens adultes, en fait, qui disent encore maman ou papa, il y a vraiment ce lien affectif comme si j'étais encore l'enfant de. Bah oui, vous êtes toujours l'enfant d'eux, ça, il n'y a pas de problème, et ça ne changera pas. Mais vous êtes plutôt le fils d'eux ou la fille d'eux. C'est-à-dire que sur le plan affectif, on n'est pas du tout au même niveau, et il n'y a plus ce rapport, je dirais, où on est en attente de la partie affective de son parent. Parce que si à l'âge adulte, on est encore en attente sur le plan affectif de recevoir de l'amour de ses parents, mais c'est-à-dire qu'on est en attente. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que le parent montre de l'amour envers ses enfants, c'est pas ça. Mais si l'enfant que vous êtes, quel que soit votre âge, est en attente que papa-maman montre de l'affection, ben c'est pas l'adulte, là une fois de plus, qui s'exprime, c'est certainement l'enfant intérieur qui, à un moment donné, aurait voulu avoir plus d'affectif, qui ait plus de démonstration d'affection, et qui cherche à l'âge adulte à combler ce vide, à combler ce manque. Ok ? Alors il n'y a rien de grave en soi. Mais c'est juste que ça peut très bien, les contrariétés, je dirais, c'est si vous vivez ça de manière assez récurrente avec vos parents, c'est un petit peu dommage parce que vous pourriez être totalement libre et indépendant et indépendante de tout ça. Ok ? Alors mes parents sont décédés et quand je parle d'eux, je dis papa, maman, alors que lorsqu'ils étaient en vie, pas forcément.
Et ouais, c'est voilà, c'est qu'il y a une partie de toi qui s'exprime au travers juste du vocabulaire. Et donc, bah, si toi ça te convient, s'il n'y a pas de souci, bah écoute, tu peux rester avec ça, hein, parce que ça reste des mots tout à fait sympathiques pour les parents. Mais par contre, ça montre bien que quelque part, bah, c'est pas forcément l'adulte qui s'exprime, mais c'est plutôt l'enfant intérieur, hein. C'est plutôt la partie euh, bah, immergée qui est sous l'eau de l'iceberg qui s'exprime au travers de ce vocabulaire-là. Une fois, j'ai eu en séance, en fait, c'est trois personnes qui sont venues. C'est la mère qui est venue avec ses deux filles. Alors, les deux filles, elles ont la quarantaine. Et puis, là, on travaillait sur les cordons relationnels entre la maman, justement, et une de ses filles. Et puis, je demande à la mère, bah, quand tu as voulu avoir des enfants, quand tu as fait des enfants, pourquoi est-ce que tu as fait des enfants? Alors, s'il y en a parmi vous ce soir qui ont des enfants, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi, quelle était la raison d'avoir un ou des enfants? Alors, il y en a sûrement parmi vous qui vont me dire, bah ouais, quelque part, j'ai toujours voulu avoir des enfants, puis bah là, c'est arrivé plus tôt que prévu, ou c'est arrivé plus tard. Ou bien, bah non, en effet, j'ai eu mes enfants parce qu'avec mon mari ou avec mon conjoint, on voulait fonder une famille, on voulait avoir une vie épanouie. Pour nous, ça faisait partie de notre vie sociale, ça faisait partie de notre équilibre personnel, voilà, d'être des parents, d'avoir des enfants, qu'on allait élever, qu'on allait accompagner pour grandir et tout ça. En fait, quand je vous pose la question, c'est quel était le projet sens pour vos enfants? Parce que ce projet sens peut déterminer énormément de choses dans la vie de vos enfants. Et de même que, vous, à l'âge adulte, le projet sens qu'ont pu avoir vos parents pour vous-même, ou pour toute la fratrie d'une manière générale, eh bien, ça peut énormément vous influencer, vous. C'est-à-dire qu'un un des projets sens tout simple, c'est par exemple papa qui est chef d'entreprise, et puis il a une très belle activité, mais ce qu'il y a, c'est qu'il a hérité déjà de cette belle entreprise qui appartenait au grand-père, à l'arrière-grand-père. Donc ça se transmet de génération en génération, et puis bah, dans l'inconscient collectif, tout comme dans la conscience personnelle des gens, tout simplement, eh bien peut-être que papa et maman, ou surtout papa, lui ce qu'il souhaitait, c'était avoir un garçon pour qu'il prenne la succession de l'entreprise familiale. Et puis, ben, imaginons que vous soyez l'aîné ou le deuxième et que ben, on vous donne ce schéma-là et puis que vous, ça ne vous corresponde pas du tout. Eh bien, ça peut entraîner énormément de contrariétés dans les rapports avec vos parents ou bien de vous-même à des difficultés à trouver votre place, votre positionnement et même sur le plan identitaire. Ça peut être assez compliqué. Donc, c'est pour ça que même aujourd'hui, on peut être adulte et être toujours sur l'influence, sous l'influence de ses parents, même si ce n'est pas quelque chose qui s'exprime à l'instant T, c'est quelque chose qui s'exprimait soit avant votre naissance, soit pendant que maman était enceinte, soit après votre naissance. C'est ça qui est énorme. C'est-à-dire que inconsciemment, nous sommes toujours reliés à des programmes inconscients ou conscients de nos parents. Et ça, c'est juste énorme. Donc il y a souvent, on le retrouve souvent, imaginons le premier enfant c'est un garçon, évidemment, et je dis bien évidemment, parce que ça ressort très souvent, les parents souhaitaient que le deuxième soit une fille, et puis maintenant c'est un garçon, et vice-versa. Vous avez des familles où il y a trois ou quatre filles qui naissent, ou trois ou quatre garçons, même si maman a dit non, non, moi ça me convient tout à fait, voilà, j'ai eu trois garçons, non, non, c'est pas grave si j'ai pas eu de fille, c'est quasiment obligé qu'à un moment ou l'autre, la mère aurait souhaité avoir une petite fille qu'elle aurait pu habiller comme une fille, à qui elle aurait pu peut-être acheter les jouets qu'elle n'a pas eu, c'est-à-dire qu'on va faire des projections sur ses enfants. Alors si je reviens sur cet exemple des deux filles qui ont la quarantaine et qui viennent avec leur mère en séance, parce que bah, il y avait des choses à régler entre elles, et donc je demande à la mère, bah, est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce que tu as voulu, pourquoi est-ce que tu as fait des enfants? Et là elle me dit comme ça, mais très très spontanément, les enfants on les fait pour soi. C'est énorme. C'est-à-dire qu'elles sont projet sens, ce n'est pas d'avoir eu et d'avoir fait des enfants pour constituer une famille, élever ses enfants, que ses enfants soient épanouis, qu'eux aussi après ils puissent avoir une famille. Non, dans sa tête c'est je fais des enfants pour moi. Eh ben, je peux vous dire que la petite dernière, là le cordon relationnel, mais c'est pas un cordon relationnel, c'est un boulevard relationnel qui est entre les deux. C'est-à-dire que quelque part, euh, donc cette jeune femme qui a la quarantaine, aujourd'hui, elle se sent obligée envers sa mère. Inconsciemment, bien sûr. Mais il y a une attache qui est énorme. Et de même que la mère, bien étant donné qu'elle a fait ses enfants pour elle, et surtout la petite dernière, parce qu'elle en avait déjà eu deux autres enfants avant elle, donc la dernière, eh bien c'était la dernière, eh bien ça sera encore plus toi que je fais pour moi, pour me tenir compagnie.
Et oui, parce que quelque part dans son couple avec son mari, ça n'allait pas très fort. Et donc maman, à ce moment-là, elle s'est dit, bah, si je peux avoir un enfant, pour moi, ça m'arrangerait parce que à ce moment-là, j'aurai quelqu'un à qui donner mon amour et j'aurai aussi quelqu'un qui va me donner de l'amour. Ça va aller dans les deux sens. Et ce programme-là, il est super respecté, même à plus de 40 ans. Et donc ça peut créer des petits problèmes quand même là aussi de dépendance affective vis-à-vis de sa mère. Et puis ça peut aussi créer des problèmes de devoir en effet en permanence répondre à cette injonction de j'ai été créé pour mes parents. Alors je lis sur le chat, on fait des enfants pour plein de raisons, mais surtout pas pour soi. Ouais. Ils ne nous appartiennent pas. Merci Martine. C'est pour ça que je vous dis que quand vous avez une maman, une mère qui dit on les fait pour soi, ah là c'est juste énorme quoi. Parce que, et en effet, elle le pense très très fortement, quoi. Hein, mais ça se comprend dans un autre sens où je vous dis, dans sa vie de couple, ça n'allait pas. Et en fait, pour elle, ça a été comme une sorte de roue de secours d'avoir des enfants. Pour moi, la vie vaut la peine d'être vécue et doit engendrer la naissance d'un enfant, laisser une personne adulte bien dans sa vie. Ah oui, tout à fait. Quelque part, si on fait des enfants, évidemment, on est là pour les accompagner en fait. On n'est pas là pour leur dire ce qu'ils ont à faire, parce qu'ils auront, si on les a bien accompagnés, ils auront leur libre arbitre, qui va se forger tout au long de leur existence, hein, parce que même nous, là, moi, mon libre arbitre, il se forge tous les jours, tout comme le vôtre, hein, de toute façon, on a le droit de changer d'avis, on a le droit de se tromper aussi, on a le droit de faire des erreurs, et donc le libre arbitre, eh bien, voilà, on peut très bien avoir des erreurs de jugement, des erreurs d'appréciation, donc c'est pour ça que c'est encore plus intéressant si on peut le plus possible écouter ses intuitions, ou son intuition. Mais en tout cas, on est là pour faire en sorte que nos enfants soient le plus épanouis possible et autant que faire se peut, peut-être soient encore plus épanouis que nous-mêmes. Après, sachant que si on cherche à être parfait dans notre rôle de parent, ça risque d'être très compliqué parce qu'il n'y a pas de notice qui correspond à ça. Mais c'est un sacré challenge en tout cas que de vouloir être parent, et ça c'est sûr. Alors, on les accompagne, mais eux aussi, ils ont une mission envers nous. Qu'en penses-tu? Ben ouais, tout à fait, hein, nos enfants sont des grands révélateurs de nous-mêmes quelque part. Et donc ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que tout comme lorsqu'un de vos parents vous contrarie dans ce qu'il va vous dire, eh bien ça peut être intéressant de savoir pourquoi est-ce que lorsqu'un enfant ne fait pas ce que vous souhaitez qu'il fasse, pourquoi est-ce que ça peut vous mettre en colère et pourquoi ça vous contrarie. Et quand on a réalisé notre schéma de pensée lors de la conception, comment fait-on pour ne pas se sentir coupable? T'as des gens qui ne sont pas coupables, c'est pas une obligation. Maintenant, si tu te sens coupable, eh bien, libre à toi de réparer ce qui a été donné comme information à ton ou tes enfants. Alors, les gens comme moi, on sait gérer ça. Hein. Vous avez des kinésios, vous avez des hypnos. Moi, je fais des constellations familiales et systémiques en groupe et en individuel, en visio et en présentiel. C'est-à-dire que, j'oublie sûrement des professions, désolé, mais c'est-à-dire qu'on va aller chercher cette information, cet engramme inconscient qui a pu être transmis à l'enfant, et on va le déprogrammer. Et ça se fait très simplement, on va directement agir sur l'inconscient de l'enfant. Hein. Donc on fait ça, là ce soir je parle plus des informations que les parents peuvent avoir transmis, des programmes que les parents peuvent avoir transmis à leurs enfants. Mais en fait on va faire exactement la même chose avec tout ce qui est transgénérationnel et tout ce qui est karmique, hein, ça pose aucun problème. Mais donc après se sentir coupable, là c'est pareil, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que toi en tant qu'adulte tu te sens coupable? C'est ça qui est intéressant. Hein, c'est quelle est l'image que tu te renvoies à toi-même au travers de cette culpabilité? Parce que souvent la culpabilité, ça vient chercher un petit manque d'estime de soi-même, ça vient chercher un petit manque de valeur qu'on s'accorde à soi-même, et puis peut-être que les gens qui cherchent à être perfectionnistes aussi peuvent être plus facilement coupables. Donc en fait, cette culpabilité, ça vient chercher en toi différents sujets qui peuvent être intéressants à aborder, parce que juste en voulant travailler sur une culpabilité, tu peux améliorer la confiance en toi, tu peux améliorer ton lâcher-prise parce que du coup, tu vas comprendre que tu n'es pas parfaite et que tu n'arriveras jamais à être parfaite. Donc en travaillant le lâcher-prise, du coup, ça va t'amener moins de stress. Donc plus de facilité à surmonter les épreuves. Et donc du coup, tu profites pleinement de la vie, tu es pleinement dans l'instant présent. Voilà. Donc je vous invite fortement à aller voir des praticiens, des thérapeutes pour avancer dans la vie, pour faire un travail sur vous-même. Et puis pour aller chercher tous ces petits programmes inconscients qui se sont mis en place pendant votre enfance, ils se sont même mis en place avant que vous soyez conçu, certains. Ils se sont mis en place pendant que maman était enceinte de vous, et j'en parle pas puisque en fait ça s'est mis en place après jusqu'à facilement l'âge de 7-8 ans. Alors voilà, je vais reparler pourquoi 7-8 ans.
En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a ici, là, on a ici, devant notre front, ce qu'on appelle le cortex préfrontal. En fait, c'est vraiment une partie du cerveau qui contient à peu près 80% de nos neurones. Ça fait pas semblant, c'est juste énorme, quoi. 80% de nos neurones sont contenus ici, entre autres, parmi les rôles du cortex préfrontal, et bien en fait, c'est de mieux gérer nos émotions. C'est-à-dire que lorsque vous êtes soumis à un choc émotionnel, à une émotion, ça va directement chercher dans votre cerveau primaire, le cerveau reptilien, mais ça va venir être filtré par votre cortex préfrontal de manière à apaiser les choses. Et en fait, les enfants, eux, leur cortex préfrontal n'est mature, un peu plus mature en tout cas, à partir de 7, 8, 9 ans environ. C'est-à-dire que jusqu'à l'âge de 7, 8, 9 ans, un enfant va vraiment faire éponge avec les émotions, les siennes et celles des autres. Et puis, il va vraiment vivre les émotions à 100%. C'est-à-dire qu'un enfant qui perd son doudou, bah vous, le parent, vous aurez beau lui dire que ce n'est pas grave, on va t'en racheter un. Lui, l'enfant, il ne peut pas entendre le c'est pas grave, parce que pour lui, c'est la pire des choses qui pouvaient lui arriver. Son cortex préfrontal n'est pas mature, et il ne peut pas relativiser les émotions, les sensations qu'il a, il les vit à 100%. Donc là, du coup, il y a tout un jeu de dialogue, de verbalisation à faire, en tout cas d'écoute des ressentis de l'enfant, de savoir où est-ce que ça s'exprime dans son corps, de lui permettre d'exprimer ses émotions, ses sentiments, de pouvoir du coup accéder à un certain apaisement avant de pouvoir en fait l'amener à une certaine relativité de ce qui vient de se passer. Ok. Mais ça après c'est toute une démarche pédagogique, je dirais, qu'on peut faire avec les enfants. Mais donc ce cortex préfrontal n'est mature que vers 7-8 ans, mais ce qu'il y a c'est qu'en fait il n'est toujours pas mature à 7-8 ans. Il n'est mature que vers 25 ans en fait définitivement. Alors ce qui ne veut pas dire que jusqu'à 25 ans on va faire des engrammes inconscients, encore que, mais si en fait, on va en faire toute notre vie. C'est-à-dire que même si demain, vous êtes soumis à un gros choc émotionnel, je ne sais pas, vous avez un accident de voiture ou quelque chose comme ça, eh bien en fait, si vous n'allez pas consulter un thérapeute qui va vous faire de l'EMDR, qui va vous faire de la gestion du stress, qui va vous faire de la gestion d'anxiété et des angoisses, suite à ce choc émotionnel, eh bien ça risque fortement du coup de créer un engramme inconscient qui va vous poursuivre par la fin, c'est-à-dire par la suite je veux dire, parce qu'en fait, du coup, vous risquez d'avoir une phobie de la voiture, une phobie des carrefours, ou dès que vous allez entendre un klaxon, vous allez sursauter. Bref, en fait, il y a tout un tas de comportements qui sont des distorsions, qui sont exagérées, qui peuvent venir par la suite. Mais c'est pas tout. Quand je dis qu'à l'âge adulte, on peut encore être sous l'influence de ses parents, eh bien, j'ai un autre exemple d'une maman, 75 ans, qui me consulte. Elle me dit ouais, je vais pas bien, il y a des trucs qui vont pas, j'ai 2 fils. Alors il y en a un qui habite pas en France, il a la cinquantaine. Et, et, et en fait, là où c'est très fort, c'est que quelque part, elle est tellement maman poule qu'elle somatise pour ses fils qui ont la cinquantaine. Alors vous allez me dire, bah oui, mais là c'est pas l'adulte qui est influencé par ses parents, c'est le parent qui est influencé par l'adulte. Ouais, mais parce que ça va dans les deux sens. Et ce qui se passe, c'est que du coup, quelque part, quand la maman eh bien, est très connectée à un de ses enfants et qu'elle va somatiser pour lui, bah, méfiance, parce que ça veut aussi dire que énergétiquement, inconsciemment, c'est ce garçon qui a la cinquantaine, eh bien lui, il est ouvert à ce que sa maman somatise pour lui, mais il y a de fortes probabilités pour que ça aille dans les deux sens. Mais lui, il ne va pas forcément s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'il ne va pas forcément s'en rendre compte qu'il est très très lié à sa mère, quel que soit son âge, et que bah, ça risque de créer aussi des distorsions chez lui dans ses comportements, dans ses ressentis, etc. etc. Donc, quand une dame de 75 ans me consulte, et puis qu'elle me dit tout ça, qu'elle me dit en fait, voilà, c'est par rapport à des pathologies aussi, eh bien le fait qu'elle émette le souhait de se libérer de ces liens, de ces cordons relationnels, de ces liens inconscients qu'elle a pour ses fils, elle fait le travail pour elle, mais c'est un acte de générosité énorme puisqu'elle fait le travail aussi pour ses fils. C'est-à-dire qu'elle accepte de ne plus somatiser pour eux, mais ça va pour elle et ça va aussi pour eux, quoi. Donc, pour moi, c'est un acte de générosité énorme parce que eh bien, chacun retrouve son indépendance et son autonomie et n'est plus dépendant bah, des énergies des uns et des autres, et en tout cas de ce que l'autre ressent. Beaucoup d'adultes en burn-out, alors attends, on fait le métier rêvé par papa, maman et se réveille. Le choc est violent. Ouais, merci Sabinette du commentaire. Bah, c'est ça, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que
quand vous suivez le schéma parental et que quelque part vous n'écoutez pas ce qu'il y a au fond de vous-même, bah forcément, c'est soit un moment où vous vous réveillez et puis vous changez complètement de schéma de vie, ou si vous ne vous réveillez pas, bah, il y a de fortes probabilités pour que vous soyez en souffrance une bonne partie de votre vie, parce que en fait, quelque part, vous ne vous éclatez pas dans ce que vous devriez faire, quoi. Hein. Donc c'est une excellente réflexion, merci à toi. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Une maman, toujours la même chose. Là où ça va très loin, en fait, les cordons relationnels avec les parents et les enfants, c'est que c'est une maman qui me consulte, elle me dit, bah voilà, j'ai eu un cancer du sein, qui aujourd'hui va beaucoup mieux, mais quand ils m'ont détecté mon cancer du sein il y a 4 ans, eh ben, en fait, ils ont aussi trouvé des métastases au foie. J'ai dit, ok. Alors je lui explique parce que donc j'ai déjà fait d'autres Facebook Live où j'ai fait sur l'origine émotionnelle des maladies. Vous pouvez la retrouver sur ma page Facebook Pro là. Et puis autrement, bah, vous avez ma chaîne YouTube aussi, Grégory Pelletier. Voilà, c'est assez simple à trouver. Vous tapez sur YouTube Grégory Pelletier. Puis vous avez de plus en plus de vidéos, des Facebook Live que j'ai fait qui sont mis au fur et à mesure sur ma page YouTube. Comme ça, ils sont beaucoup plus faciles à retrouver. Et puis plus faciles à partager aussi si vous voulez les partager sur les réseaux sociaux. Et donc elle me dit voilà, ils m'ont détecté un cancer du sein, donc j'ai fait mes traitements, et puis cancer du foie, mais j'ai fait mes traitements et tout. Alors, donc du coup, moi en séance, je lui dis ok, bah ton cancer du sein c'est en rapport avec la séparation avec ton conjoint d'époque. Elle me dit bah oui. Donc on fait ce qu'il faut pour lui, la libérer de tous ces programmes inconscients qui ont programmé son cancer du sein. Et puis je lui dis bonsoir Lydie, je lui dis bah écoute, ton cancer du foie, c'est très simple. Le foie, la symbolique du foie en décodage biologique des maladies, c'est la peur de manquer. Alors, médecine traditionnelle chinoise, on va dire que ce sont les colères. Non, les colères, c'est tout ce qui est vésicule biliaire. Okay, c'est deux choses complètement différentes. Mais je lui dis, voilà, cancer du foie, peur de manquer. Puis là, je lui dis, en canalisation, je lui dis, bah ouais, t'as eu peur de manquer d'argent à ce moment-là. Bah, elle me dit, ouais, parce qu'en fait, je me suis retrouvé enceinte. J'ai appris au papa de mon fils que j'étais enceinte. Et c'est là où lui, il lui a dit, bah écoute, c'est soit tu te fais avorter, soit on se sépare. Et elle a fait le choix de garder son fils. Sauf que du coup est venu le problème financier, c'est-à-dire qu'elle s'est dit ouais mais là ça va être difficile pour moi de pouvoir élever mon fils tout seul. Donc elle a vraiment une peur de manquer consciente qui s'est programmée en elle, mais qui a programmé inconsciemment une peur de manquer. Et comme elle n'a pas pu à l'époque évacuer je dirais ce blocage émotionnel, eh bien c'est resté bien profond dans son inconscient. Parce qu'en fait ce qu'il y a c'est que quand une personne a un cancer du foie, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard que ça arrive, quoi. Hein. Cancer du foie, c'est que la personne a forcément, soit elle est en train de vivre un événement qui lui crée une peur de manquer, soit elle est en train de vivre un événement qui lui rappelle que dans son enfance, elle a pu avoir une énorme peur de manquer. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle un rail. Il n'y a pas une relation directe entre ce qu'elle vit à l'instant présent et ce qu'elle ressent, mais ça vient la chercher, bah, une fois de plus, dans son enfant intérieur. Et sachant que s'il y a eu des ancêtres qui à une époque ont pu vivre des peurs de manquer, soit manquer d'argent, pendant les guerres ils ont manqué de nourriture, ils ont manqué d'eau, ils ont manqué de couverture, pendant les guerres qu'on a vécues en France et à travers l'Europe, en fait, nos ancêtres ont forcément à un moment ou à un autre ressenti cette peur de manquer. Alors c'est pas pour ça qu'ils ont fait un cancer du foie, mais par contre si on a des loyautés envers nos ancêtres, eh bien on peut très bien avoir des facilités pour faire entre autres un cancer du foie. Donc on peut déprogrammer tout ça. Alors, bonsoir Grégory, quand est-ce que cela touche les poumons? Vous pouvez interpréter. Ouais, ok, je parlerai du poumon après. Donc, on lui déprogramme son inconscient de cette peur de manquer. Et puis je lui dis, ben ouais, mais en fait, ton fils, il est tout pour toi. Parce qu'en fait, elle l'a élevé toute seule. Hein. Mais en fait, son fils aussi avait une peur de manquer. C'est-à-dire que quand maman a ressenti cette peur de manquer, bébé a fait éponge avec la peur de manquer maman, donc son fils était aussi programmé avec cette peur de manquer. Donc on a déprogrammé la peur de manquer du fils, déprogrammé la peur de manquer de maman, et puis on a coupé les liens relationnels, parce qu'elle, bah, c'était une maman poule puissance 10 000. Et donc là je lui dis, mais c'est magnifique ce que tu fais pour ton fils, parce que quelque part, bah, voilà, tu coupes ces liens qui sont trop forts, je dirais, entre vous, et qui font que bah, toi tu vas somatiser, c'est même plus ton conflit émotionnel à toi, c'est ton fils qui porte cette mémoire-là. Mais du coup, son fils, ça le libère aussi de cette peur de manquer qui ne lui appartenait pas au départ, puisque ça appartenait à sa mère quand elle était enceinte de lui. C'est juste énorme. Cancer du... Alors c'était quoi le truc comment peut arriver des cailloux? Bah, vésicule biliaire, ouais, ça va être par rapport à des très grosses colères qui ont été intériorisées, qui n'ont jamais pu être évacuées. Attends. Quand est-ce que cela touche les poumons? Vous pouvez interpréter. Alors en fait, moi, j'interprète pas. Hein, je forme les gens là-dessus sur le décodage biologique des maladies, la compréhension de l'origine émotionnelle des maladies.
Et donc si on prend le poumon, alors c'est vraiment, là du coup on va vraiment prendre les alvéoles pulmonaires, parce que dans le poumon vous avez les bronches, les alvéoles pulmonaires, vous allez avoir la plèvre, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs, on peut considérer plusieurs parties dans le poumon. Mais si on prend vraiment les alvéoles pulmonaires, eh bien c'est-à-dire qu'une personne qui va avoir un cancer des poumons, c'est-à-dire qu'il y a une prolifération anarchique des alvéoles pulmonaires. Pourquoi est-ce que le corps ferait plus d'alvéoles pulmonaires qu'il en a besoin? À quoi servent les alvéoles pulmonaires? Elles servent en fait à faire les échanges gazeux entre l'air extérieur et le sang. C'est là que vous avez les globules rouges qui viennent libérer du dioxyde de carbone, du CO2, et prendre du dioxygène de l'O2 qui est contenu dans l'air, de manière à oxygéniser tout le... ce soir, alors là vous me posez des questions sur les maladies, mais la thématique c'est pas le décodage biologique des maladies, donc je vais pas répondre que à ça ce soir. Donc ce qui se passe c'est que c'est un réflexe, c'est un programme biologique de survie. Toutes les pathologies sont des programmes biologiques de survie, elles sont là pour assurer notre survie. Pourquoi est-ce qu'une personne ferait un cancer du poumon? Eh bien c'est tout simplement parce que le programmant de cela, c'est la peur de mourir. Une personne qui, consciemment ou inconsciemment, est dans une peur de mourir, peut, je ne dis pas qu'elle va, mais elle peut contracter un cancer du poumon. Alors elle peut contracter un cancer du poumon pour elle, mais elle peut aussi avoir une peur de mourir des autres. Ça va dans les deux sens. Ok? Donc c'est une pathologie, ça j'en ai déjà parlé lors des Facebook Live, mais j'en parle aussi lors de mes formations évidemment, plus en profondeur. Une fois j'ai une jeune de 30-40 ans qui me consulte, elle me dit voilà j'ai un cancer du poumon, il est stabilisé, on fait un traitement sur les enzymes, on bloque une certaine enzyme, ce qui fait que le cancer est stabilisé, mais je voudrais comprendre pourquoi, comment et pourquoi ça se passe comme ça. Je lui dis ok. Elle me consulte, je lui dis ça serait bien que tu viennes avec ton mari parce que j'ai quand même des choses à vous expliquer à tous les deux. Donc c'est bien parce qu'elle n'avait pas de chimio par rapport à ça, parce qu'en fait la chimio ça sert strictement à rien sur un cancer du poumon, si ce n'est que ça peut entraîner plus facilement la personne vers sa fin de vie. C'est comme ça. Mais donc, je lui dis, par rapport à ton cancer du poumon, est-ce que ça te parle si je te dis, donc ça je m'adresse d'abord à elle au téléphone, je lui dis, est-ce que ça te parle si je te dis la peur de mourir? Ah elle me dit oui, mais moi ça me parle plus que parler, parce qu'en fait c'est vraiment elle, quelque part, c'est vraiment quelque chose de dramatique chez elle. Elle a une peur de mourir, elle en a conscience, elle a vraiment une très très forte peur de mourir. Je lui dis ok, on va aller chercher ça. Et donc en fait, bon, alors, attendez, je cherche à brancher ma batterie que j'arrive pas à brancher. Non, c'est pas grave. Faut que je rapproche mon téléphone. Là, vous allez me voir en gros plan, c'est super, magnifique. Ça va pas le faire. Bon, c'est pas grave. J'ai pas ma batterie de secours, tant pis. On va faire avec le peu de batterie qui reste. 20h41, je pense que ça va être. Donc, pour en revenir à ce fameux cancer du poumon, eh bien, on l'a déprogrammé, ce qui inconsciemment fait en sorte qu'elle a... En fait, elle le sait, elle a une peur de mourir en permanence. Donc, on l'a déprogrammé de ça. Elle a eu les réponses à ses questions. Alors, pourquoi est-ce que je voulais que son mari soit avec elle? Eh bien, tout simplement parce que je lui ai dit, cancer du poumon, ce qui se passe, c'est qu'à la limite, tu n'as pas de symptômes. C'est-à-dire qu'ils vont te faire une radio, ils vont te faire une prise de sang, ils vont te faire des analyses, et ils vont, à un moment, diagnostiquer un cancer du poumon. Mais tu ne vas pas forcément avoir de symptômes par rapport à un cancer du poumon. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui peuvent vivre des dizaines d'années avec un cancer du poumon, elles n'auront aucun symptôme. Par contre, un jour, elles vont faire une radio du poumon, on va leur dire, vous avez un cancer du poumon, là, il faut faire quelque chose, alors que la personne, elle est très bien. Ça, c'est un premier cas. Et puis, vous avez des personnes qui, du jour au lendemain, vont avoir un coup de fatigue énorme, vont avoir une toux irritante, et vont se mettre à cracher du sang. Et là, du coup, on va leur diagnostiquer un cancer du poumon. Sauf que c'est la fin du cancer du poumon, c'est que la personne, psychologiquement, a quitté sa peur de mourir, et donc elle passe automatiquement en phase de résolution de conflit. Le corps évacue toutes les alvéoles pulmonaires, toutes les cellules qu'il a fabriquées en trop, il les évacue de manière à retrouver des poumons tout à fait normaux, de manière à retrouver des alvéoles pulmonaires qui soient dans un état, je dirais, sans la peur de mourir. Alors ça peut paraître bizarre à comprendre comme ça, je vous le dis ce soir, venez en formation, ça sera beaucoup plus clair, et en tout cas ça sera beaucoup plus limpide. Mais c'est-à-dire que votre corps va utiliser, entre autres, le bacille de la tuberculose pour aller dégrader des cellules, des alvéoles pulmonaires, de manière à évacuer, par les crachats, ces alvéoles pulmonaires que
votre corps aura produit en trop. Donc si je reviens sur l'influence des parents sur vous, je dirais, théoriquement, vous devriez être en harmonie avec vos parents, c'est-à-dire les accepter tels qu'ils sont, les accepter dans ce qu'ils ne sont pas, et donc, quelque part, considérer qu'ils ne sont pas parfaits, c'est-à-dire qu'ils sont comme vous, ils ne sont pas parfaits, et peut-être que des fois, dans leur comportement, dans les choses qu'ils peuvent vous dire, eh bien, il y a des ratés. Et maintenant, la question, c'est de se poser pourquoi est-ce que ça vient vous heurter. C'est ça qui est super intéressant, c'est que on pourrait très bien vivre en parfaite harmonie avec sa famille, sans pour autant être en attente de la part de sa famille, bien qu'il se passe certaines choses. Parce que généralement, alors, je me répète, mais j'insiste vraiment là-dessus, c'est que quelque part, il y a des attentes de votre enfant intérieur, des attentes qui n'ont pas été comblées, et c'est ça que vous venez encore chercher à l'âge adulte, et c'est ce qui se traduit par certaines perceptions, et certains de par vos comportements émotionnels. Il y avait un autre exemple que je voulais vous dire. Vous avez, alors il y en a peut-être parmi vous, hein, j'en mettrai pas ma main coupée, mais j'en suis quasiment sûr, qui sont fâchés avec leurs parents, qui ne voient plus leurs parents, ou en tout cas un des parents. Ça serait intéressant de savoir pourquoi. Là où, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que les parents, c'est grâce à eux que vous êtes en vie. Alors c'est aussi grâce à vos ancêtres. Et des ancêtres, on en a des millions, hein. Juste ça, pour ne pas dire des milliards. Mais donc c'est grâce à vos parents que vous êtes en vie, quelle que soit l'enfance que vous ayez eue, et que de vouloir couper les liens sans en avoir conscience de ce qu'on cherche à couper, eh bien ça peut poser des petits problèmes d'identité, des problèmes d'ancrage, des problèmes de qui suis-je, des problèmes de positionnement. Une personne me consulte l'autre jour et elle me dit j'en ai marre de mon père, il se fout de nous. Alors je vous raconte la petite histoire parce que chez elle c'était puissant. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle le fait en conscience. Elle se dit pas je fais la gueule à mon père pour faire la gueule à mon père parce que c'est un connard et que je veux plus le voir. Non, c'est pas aussi simple que ça. Elle sentait bien qu'il y avait un truc entre lui et elle, et puis entre son père et sa sœur aussi. Mais c'est ça qui la dérangeait, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas être neutre face au comportement de son père. Donc, la séance a consisté à aller chercher pourquoi elle ne pouvait pas être neutre face au comportement de son père, pourquoi est-ce que ça venait toujours la chatouiller quelque part, pourquoi est-ce que ça venait toujours la déranger, le comportement de son père. C'est un super exemple parce que des séances comme ça, j'en fais pas tous les jours, mais je peux vous dire que quand ça ressort, c'est assez puissant. En fait, papa est un pervers narcissique. Alors, il l'était quand elle et sa frangine étaient petites, mais il l'est toujours aujourd'hui. Et en fait, quelque part, c'est un monsieur qui s'entend très bien avec les femmes enfants. Donc, il s'entend très bien avec les enfants. Parce qu'il peut en faire un peu ce qu'il veut, il peut les manipuler, il peut leur faire croire ce qu'il veut. Mais dès que la femme commence à être adulte et commence à, je dirais, avoir son libre arbitre, et puis à plus se laisser marcher sur les pieds ou à plus se laisser influencer, là, le père, il perd pied justement, et puis il s'entend plus avec ses filles. Et c'est exactement ce qui se passe, puisque ses filles, elles sont adultes, elles ont entre 20 et 30 ans. Et donc du coup, il y a des choses qui pouvaient peut-être essayer de leur faire gober une époque, mais là, ça marche plus, ça passe plus. Là le père, non, là, tu peux toujours essayer de me faire croire des trucs, je sais que c'est faux. Donc là, du coup, vis-à-vis du père, malheureusement pour lui, ça commence à coincer là. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand ils étaient enfants, elle et sa sœur, papa, il s'amusait à dire qui est-ce qui va se marier avec papa. Alors forcément, les deux gamines, le complexe de Dipédan, moi, voilà, c'est-à-dire que il avait, quand elles étaient enfants, il avait une certaine emprise sur elles. C'est-à-dire qu'elle le magnifiait, elle le mettait vraiment sur un piédestal, et en gros, c'était leur père et personne d'autre. Quitte peut-être inconsciemment à mettre la mère de côté, évidemment, hein, parce que je veux être la femme de papa et je veux évincer ma mère. Alors ça, c'est des schémas qui se font une fois de temps en temps dans la psyché des enfants. Ça peut faire pas mal de dégâts après l'âge adulte, mais c'est pas irréversible, on peut les travailler dessus. Et donc la séance, c'est une séance en visio, séance super émouvante parce que je lui ai dit, eh bien, ton enfant intérieur, quelque part, il est enceinte de ton père. C'est-à-dire que
la petite fille qu'elle était a tellement souhaité être la femme de son père que elle s'est dit, bah moi je vais porter l'enfant de mon père. Et là aujourd'hui elle a entre 20 et 30 ans et elle n'a plus être dans ce schéma-là. Sauf que c'est son enfant intérieur qui était calqué là-dessus. Et en fait c'était ça l'emprise énergétique, émotionnelle que le père gardait sur cette personne-là. C'est-à-dire que quelque part, euh, elle portait l'enfant de son père. Donc, en séance, je lui ai dit, bah écoute, est-ce que t'as pas une poupée là dans ton appartement? Donc c'est une personne qui n'a pas encore eu d'enfant, hein, mais c'est génial ce qu'on a fait parce que du coup ça va lui permettre d'avoir un enfant ou des enfants plus tard quand elle va le souhaiter et qu'elle pourra en avoir. Parce qu'aujourd'hui elle peut pas en avoir parce que voilà l'appartement est un petit peu exigu et puis avec son copain ils attendent de déménager de Paris pour pouvoir en avoir un. Euh, mais donc je lui dis, bah, est-ce que t'as pas une peluche, un truc qui traîne là, qui pourrait symboliser bébé? Bah, elle me dit si, j'ai un petit grou, je sais pas quoi, un Winnie l'ourson qui traîne à son copain. Bah, je lui dis, ok, tu le prends, tu le mets sous ton pull. Voilà, tu le mets au contact de ton ventre, tu fermes les yeux et tu vas imaginer, visualiser la scène que tu vas accoucher de cet enfant. Et donc je lui dis, bah voilà, hein, t'écartes les jambes, hein, elle était sur son canapé, je lui dis, vraiment, c'est-à-dire que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel, virtuel, symbolique ou imaginaire. Alors, moi en séance, je suis à l'écoute de mes ressentis par rapport à son enfant intérieur, et elle, du coup, elle vient directement travailler sur son inconscient, comme si, en effet, elle était en train d'accoucher d'un enfant. Le cerveau ne fait pas la différence entre le réel, le virtuel, le symbolique et l'imaginaire. Si on est en train de lui dire, là, tu es en train d'accoucher d'un bébé qui va sortir de ton ventre, hop, tu écartes les jambes, et puis après, tu vas confier le bébé à ton père, eh bien pour le cerveau, c'est exactement ce qui va se passer. C'est un peu simple, hein, ce que je vous raconte, mais dans les grandes lignes, c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc, elle a accouché de l'enfant de son père. Je lui ai dit, bah, tu rends à ton père son enfant, ça ne t'appartient plus, c'est son enfant, il est à lui. De manière à libérer son enfant intérieur de je porte l'enfant de papa. Et donc, quelque part, bah, je suis toujours très très lié, relié à mon père. C'est des séances magiques. J'adore faire des séances comme ça. En plus, en visio, c'est juste énorme. Et puis, bah, ce qu'il y a, c'est que le résultat est là, quoi. Ça permet à la personne de se détacher des liens de cordon relationnel qui peuvent vraiment lui polluer la vie, qui peuvent créer d'énormes distorsions. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que quelque part, c'est une nana, elle a une vie en couple qui est tout à fait équilibrée, elle a son job, donc je me dis, bah, elle s'en sort très très bien. C'est-à-dire que je pense qu'il y a sûrement plein de personnes qui sont avec des engrammes inconscients comme ça, mais qui ont d'énormes difficultés à être en couple, d'énormes difficultés dans leur sexualité, peut-être même qu'elles ont envie d'être homosexuelles, j'en sais rien. Mais c'est juste un programme inconscient qui s'est mis là-dedans et depuis la tendre enfance. Donc c'est pour ça que on peut aller très loin pour se déprogrammer de ce qui fait que les relations avec nos parents ne sont pas aussi saines, aussi fluides, aussi harmonieuses qu'on le souhaite. Il n'y a pas de limite. Si vous le souhaitez, ça se fait. Elle était demandeuse pour se libérer vraiment des liens qui restaient encore avec son père. En fait, ça ne l'empêche pas d'être aimante envers son père, c'est pas ça. Mais c'est juste que ça lui permet vraiment de prendre de la distance, de prendre du recul par rapport au comportement qu'il peut avoir aujourd'hui, puisque quelque part il exprime une certaine forme de déni, il renie ses filles dans un certain sens. Et aujourd'hui, cet homme, ben, je vous le donne dans le mille, il est avec une femme enfant. Voilà. Et il s'entend très bien avec elle. Ben, c'est normal, parce que lui, c'est son programme. Alors je dis pas que c'est un syndrome de Peter Pan, hein, on n'en est pas jusque-là, mais quelque part, il a besoin d'être avec une femme ou des femmes qui ont un comportement un peu enfantin. Voilà. Mais après, ça lui appartient. Et les autres n'ont pas à subir ça. Alors, j'ai pas trop regardé sur le chat. Je fais le même métier que ma mère. Ah, hop, là j'ai un truc. Je fais le même métier que ma mère et je l'ai arrêté car car je le déteste. Ok. Et ouais, je n'arrive pas à savoir quoi faire, comment faire. Alors attends, c'est qui? Ok, Ticia. Euh, Eh bien, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller chercher au niveau de ton inconscient quel est le programme qui t'a été insufflé par ta mère. Voilà. Parce que tu dis, ok, en fait, consciemment, tu as quitté ce métier qui était celui de ta mère parce qu'il ne te correspond pas. Donc, consciemment, tu as fait la démarche. Mais sauf que inconsciemment, il te reste toujours ce programme. Donc, il faut te libérer de ce programme pour qu'il y ait place nette et que là, du coup, tu t'ouvres vraiment à qui tu es toi-même. Et ça, après, bah, c'est je dirais par des reconnexions à qui tu es toi-même
que tu vas pouvoir savoir faire, que tu vas pouvoir vraiment découvrir quel est le métier ou quels sont les métiers qui te correspondent le plus. Par exemple, moi, mon père voulait que je sois ingénieur, j'ai fini thérapeute, je finis thérapeute, bah ouais, parce que quelque part, ingénieur, je me serais fait chier. Là, aujourd'hui, je pense qu'il y a plein d'ingénieurs, même si le métier en soi doit être passionnant, mais ils sont devant des ordinateurs à faire des calculs astronomiques avec des gros logiciels. Et puis, bah voilà, moi, c'est pas mon truc que de rester devant un écran d'ordinateur tous les jours. Moi, j'ai besoin du contact humain. Alors, vous voyez, j'ai tellement besoin du contact humain que je fais mes Facebook Live le soir. Alors, même si c'est pas super interactif, bah, je suis content de vous partager ce que j'ai à vous dire. C'est pour ça aussi que j'organise des constellations en groupe et que je fais des séances en individuel. Bref, tout est lié, quoi, hein. Mais donc, Bapticia, après, bah, écoute, si on pourrait voir ça en séance, hein, je sais pas, tu sois dans la région nantaise ou pas, peu importe, de toute façon, on peut faire ça en visio, c'est le résultat est le même. Euh, mais donc après, c'est en effet, j'ai différents outils thérapeutiques aussi qui peuvent te permettre de savoir quels sont tes besoins. Quels sont tes besoins que tu as assouvis aujourd'hui, quels sont tes besoins qui ne sont pas assouvis, hein, parce que c'est plutôt ça qu'on va aller chercher. Et donc, bah, pourquoi est-ce que tu as ces besoins? Qu'est-ce que ça t'apporterait? Et du coup, bah, tu vas pouvoir mieux te connaître toi-même de manière à pouvoir bah, avancer dans la vie. Et puis, là, on parle que dans le domaine professionnel, mais peut-être que le lieu où tu habites ne te convient pas forcément. En fait, c'est tout ton système, hein, qui peut évoluer lui aussi, et jusqu'à ce que tu trouves le parfait équilibre et que tu puisses vivre en paix, en harmonie avec toi-même et avec les gens qui t'entourent. Voilà ce que je peux te dire. Je pense qu'on approche des 21 heures et je dois vous révéler qu'il ne reste plus que 4% de batterie à mon téléphone et je ne peux pas le brancher, donc je vais vous souhaiter une excellente soirée. Voilà. Et ben, j'espère que cette soirée vous aura plu. Voilà, comme quasiment tous les mercredis soirs, eh bien, je fais un Facebook Live sur un sujet divers et varié. Je vois que ce soir, le décodage biologique, ça en a passionné plus d'un. Eh ben, on se dit ça. Rendez-vous la semaine prochaine. On va parler de l'origine émotionnelle des maladies. Alors, n'hésitez pas à partager les posts, n'hésitez pas à partager, parce que plus vous êtes nombreux, bah, mieux c'est. Parce que du coup, l'information se diffuse beaucoup plus facilement. Ce Facebook Live de ce soir, comme tous les autres, sera en replay sur ma page Facebook. Et puis, dans les jours, les semaines à venir, eh bien, il sera sur ma chaîne YouTube, où vous pouvez retrouver aussi d'autres vidéos. Si vous voulez me contacter, bah, c'est contactgp44@gmail.com. Mon site internet, c'est boostez-vous.fr. Excellente soirée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous. Et puis, bah, pour ceux qui seront là, je vous dis à la semaine prochaine. Goodbye, ciao.